Défécator, on défake sur les fakes. L'été, c'est toujours l'occasion de se poser pour contempler le ciel. C'est d'ailleurs pour ça qu'existent les nuits des étoiles, où des clubs d'astronomie proposent des veillées aux étoiles. Alors allez-y, vous allez rencontrer des gens enthousiastes, qui vous feront partager un peu de la beauté du monde et vous raconteront de belles histoires. Et on en a besoin, et sur cette chaîne aussi, à force de voir passer des fakes, d'où qu'ils viennent, on peut avoir tendance à désespérer un peu de l'humanité. Alors, de temps en temps, ça fait du bien de s'intéresser plutôt à des gens qui nous élèvent qu'à ceux qui tirent les choses vers le bas. Moi pour ça, je me suis créé un petit coin sur Twitch, là, où de temps en temps, je reçois en direct des scientifiques ou des vulgarisateurs, enfin des gens qui font progresser les choses, juste pour qu'ils nous racontent ce qu'ils font, dans une ambiance tranquille, détendue, chill, quoi. Et sur Twitch, parce que c'est plus facile que sur YouTube pour interagir en direct avec ceux qui regardent l'émission. Et ça fait de belles histoires. C'est un peu différent des épisodes que je fais habituellement sur YouTube, mais de temps en temps, je viendrai vous en mettre un ici, quand ça vaudra la peine. Et cette soirée à l'Observatoire, elle en vaut sacrément la peine. C'est un entretien avec un astrophysicien plein d'esprit que sa profession passionne et dont chaque intervention transpire l'exaltation et le plaisir de transmettre. C'est Miguel Montargès, et vous allez apprendre à le connaître. Alors c'est un résumé de 2 soirées à l'Observatoire, une où on a cherché à comprendre l'énigme et les étranges histoires qui circulaient autour d'une étoile un peu mystérieuse, et puis la seconde où on est revenu, puisque la première fois le temps était trop couvert, donc cette fois pour pouvoir faire chauffer les lentilles, c'est les télescopes, et observer un peu le monde autour de nous. Alors, l'ami du bon goût n'est pas oublié, rassurez-vous, en vacances, mais je l'ai inscrit sur son lieu de vacances dans un club d'astronomie. Et donc il devrait, au fur et à mesure, nous faire part de ses impressions à travers des cartes postales nocturnes en vidéo. Voilà, alors étendez-vous tranquillou, même si le ciel est couvert, on vous emmène à l'observatoire écouter quelques histoires qu'a l'univers à nous raconter. Alors ce soir, on va faire un petit coin un peu spécial. On va être, à la Belle Étoile, puisque on va parler ce soir d'astronomie. On va aller sous les étoiles, donc parler de l'étrange voile ombrageux de la rouge Bételgeuse. Alors pour cela, je vais recevoir un astronome, Miguel Montargès, pour parler de Bételgeuse et des rumeurs d'explosion en supernova qui ont couru à son sujet. Et quand je dis à son sujet, c'est bien au sujet de l'étoile et non pas de Miguel. Alors Miguel aussi, est dans une petite cabane aussi au fond du jardin, mais vous voyez en fait sur l'écran, là, je vous ai mis une photo, elle est un peu plus majestueuse que la mienne. Bonsoir Miguel. Eh ben, bonsoir à tous, et c'est un plaisir d'être au petit coin, du coup. Miguel Montargès, donc, qui est astrophysicien, et donc là, il est en direct de l'observatoire de Meudon. Oui, je suis dans le coupole de la table équatoriale. Qui n'est pas votre bureau, là, vous travaillez pas toute la journée sous cette coupole. Alors non, ni la journée, ni la nuit. Mon bureau, il est dans le bâtiment qui est un peu plus loin, là, à ma gauche. Et c'est un bureau comme un bureau standard avec un siège de bureau, un ordinateur, et je passe mes journées sur l'ordinateur à faire ma recherche comme ça, avec des observations qui peuvent être faites au bout du monde ou dans l'espace. Ce télescope qui est derrière moi est utilisé seulement pour l'enseignement, essentiellement la grande partie de l'année, pour un tout petit peu d'observations scientifiques, peut-être qu'on en parlera dans la soirée, et également pour la vulgarisation auprès du grand public, et c'est ce qu'on fait ce soir. Alors donc là actuellement on n'en a pas parlé, mais vous travaillez donc pour un labo à l'Observatoire de Paris. Et tout à fait, qui s'appelle le LESIA, le Laboratoire d'études spatiales et d'instrumentation en astrophysique. Justement, donc ce soir on va parler de Bételgeuse, que vous connaissez par cœur. Vous avez fait votre thèse au départ sur Bételgeuse. Oui, il y a quelques années déjà, de 2011 à 2014, et oui, j'ai commencé tout petit. Alors on va la montrer là. Donc là en fait on a un fond étoilé qu'on voit là sur l'écran, et effectivement dans la constellation d'Orion qui vous est dessiné ici, qui représente un chasseur, enfin c'est comme ça qu'on le voit dans les dans les bouquins, eh bien Bételgeuse, c'est l'épaule gauche de ce chasseur, et c'est une étoile rouge en fait. Donc je crois que c'est une géante rouge. Alors c'est même une super géante rouge. Donc
Là, vous avez en fait, à partir de la constellation, on reconnaît bien l'espèce de petite raquette qui est en bas, qui est très pratique pour retrouver Orion. Et donc maintenant, vous saurez retrouver Betelgeuse parce que c'est l'étoile rouge dans cette constellation. Alors il faut préciser qu'elle est visible que l'hiver quand même. Hein. Donc là, par exemple, on ne pourrait pas l'observer. Ah ben là, non. Ouais. En fait, elle est dans ce qu'on appelle la conjonction solaire, c'est que c'est le moment de l'année où elle est le plus proche du Soleil. Donc, vu depuis la Terre. Donc là, d'ici, on va dire 3-4 semaines, si on est courageux, qu'on se lève vers 5 heures du matin, on pourra la voir à l'est, juste avant le lever du Soleil. Alors, je vais d'abord afficher un document de l'ESO qui montre en fait la taille de cette super géante rouge. Alors là, en fait, c'est un document que vous devez connaître, où on voit effectivement donc la taille comparativement au Soleil et au système solaire, en fait. Donc c'est un rayon qui fait 5 unités astronomiques, non? C'est quelque chose comme ça? Bah, en gros, ça va jusqu'à l'orbite de Jupiter, pour se représenter. Donc oui, c'est immense. Hein, et comme je dis toujours, si là, maintenant, on la mettait dans le système solaire, qu'est-ce que ça donnerait dans le ciel? Rien, parce qu'on serait dedans l'étoile. Donc c'est quand même vraiment énorme. Et notre façon de se représenter les choses, c'est que on peut aligner 110 fois la Terre sur l'équateur du Soleil. Sur l'équateur de Betelgeuse, on peut aligner 1000 fois le Soleil. Et tout ça, ça veut dire que dans le volume de Betelgeuse, on peut mettre 1 milliard de fois le Soleil. Donc c'est quelque chose vraiment d'énorme et qui pourtant ne contient que 20 fois la masse du Soleil. Et c'est une étoile qui a une durée de vie paradoxalement plus courte que celle du Soleil? Alors, infiniment plus courte. Donc le Soleil va vivre 10 milliards d'années, donc il en a déjà vécu 5, il en reste encore 5 à vivre en tant que naine jaune. Une étoile comme Betelgeuse, en tout, elle va vivre moins de 10 millions d'années. Et alors en fait, je me suis rendu compte que quand on donne ces chiffres, on n'a absolument aucune idée de l'échelle relative que ça représenterait. Notre cerveau ne sait pas se représenter des grands chiffres comme ça. Alors j'ai fait une petite représentation. Je ne sais pas si vous pouvez partager mon écran. Voilà, là on le voit. Alors un carré, c'est je sais plus combien de centaines de millions d'années, mais en gros, en jaune, vous avez les 10 milliards d'années de vie du Soleil en tant que naine jaune, et ensuite vous avez la fin, vous avez 1 milliard d'années en tant que géante rouge. Ce qu'on peut légitimement se demander, c'est comparativement, Betelgeuse, qu'est-ce que ça donne? Et voilà. Donc vous avez en bleu le temps que Betelgeuse va passer en tant que géante bleue, qu'elle a déjà passé, qui représente à peu près 8 millions d'années. Et ensuite, vous avez les 100 000 ans environ de supergéante rouge. Donc, c'est rien. C'est vraiment rien. Et une façon de se le dire, c'est que quand les dinosaures étaient sur Terre, je ne sais pas s'ils ont regardé les étoiles, mais en tout cas, s'ils ont cherché Betelgeuse, elle n'y était même pas. Donc et c'est même pas qu'elle n'était pas supergéante rouge, c'est qu'elle était même pas géante bleue. Donc c'est des étoiles très massives qui brûlent leur carburant très vite et qui vont vivre un clin d'œil à l'échelle de vie du Soleil. Elle est à 700 années-lumière de nous, environ. Et alors là, j'ai pas la représentation, mais 700 années-lumière comparé aux 100 000 années-lumière de rayon de la Voie lactée, c'est notre voisine quasiment, quoi. Enfin, il y en a d'autres qui sont plus proches, mais parmi les supergéantes rouges, c'est seulement la deuxième plus proche. Donc voilà, on la connaît bien, quoi. 700 années-lumière, ça veut dire que les variations de sa lumière, dont on va parler là, puisque c'est un peu le sujet de votre publication, elles ont eu lieu il y a 700 ans finalement, ce qu'on a observé l'an dernier, quoi. Et alors moi, c'est ça que je trouve fabuleux, c'est qu'exactement il y a 700 ans, il s'est passé quelque chose sur cette étoile, et pile au bon moment pour que moi je sois sur Terre pour l'observer. Et je me dis quand même, les probabilités que ce soit arrivé avant, après, je sais pas, mais je trouve que c'est vraiment extraordinaire. Donc là c'est un zoom, alors c'est pareil, c'est une vidéo de l'ESO en fait, qui fait un zoom jusqu'à
jusqu'à l'étoile. Et on est capable apparemment d'observer donc sa surface en fait. Puisque là, ce zoom, on va très très loin en fait dans l'observation. Alors effectivement, mais il faut pas se leurrer, il n'y a que quelques étoiles avec lesquelles on peut faire ça, et un télescope. Donc là, cette vidéo, donc on voit normalement, on part de la constellation d'Orion, on se rapproche, donc au début on voit un espèce de halo orange, mais ça c'est juste un effet de flair en gros de lentille de l'appareil photo qui a fait l'image, enfin, de la caméra qui a fait l'image. Ensuite on zoome et on voit cette espèce de cocon de poussière d'une forme très irrégulière. Et ça, c'est une vraie image prise en infrarouge thermique à une longueur d'onde de 10 microns qui nous montre l'espèce de nébuleuse de poussière qui entoure en permanence l'étoile. Et déjà, ça, c'est une image exceptionnelle qui est faite par l'instrument VISIR qui est sur le VLT, donc le Very Large Telescope européen de l'ESO au Chili. Et ensuite, on zoome encore dans cette image et au centre, on voit un petit point blanc-orange. Et ça, c'est la surface de l'étoile qui est à l'échelle de la nébuleuse. Et là, en fait, ce qu'on voit, c'est vraiment minuscule. Et il y a en gros que l'instrument sphère qui est monté sur un des télescopes encore du VLT, qui permet de faire ce genre d'image, parce qu'il faut la combinaison d'un télescope de 8 mètres de diamètre, il n'y en a pas des masses sur Terre, et de la technologie de sphère, qui en fait compense les déformations de l'atmosphère 10 000 fois à peu près par seconde, pour en fait faire comme si ce télescope était dans l'espace. C'est-à-dire que le résultat, on s'affranchit de la turbulence de l'atmosphère tout en gardant le télescope au sol. Donc ça coûte quand même beaucoup moins cher. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et en fait, l'image qu'on a là, elle est plus fine, plus résolue que tout ce que le télescope spatial Hubble peut faire à cette longueur d'onde. Parce que Hubble ne fait que 2,6 mètres de diamètre. Donc c'est vraiment un exploit du VLT. Et cet instrument sphère, c'est un peu mon chauvin, mais il a été fortement développé en France, que ce soit à Grenoble, à Marseille, à Nice, ici en région parisienne, à l'ONERA, au LESIA, où je suis actuellement. Donc il y a aussi la Suisse qui a contribué et d'autres pays, mais il y a une très forte contribution française sur cet instrument sphère qui, à la base, son but, c'est de chercher des exoplanètes. En fait. Moi, je détourne un peu son utilisation. Et alors, comment c'est possible de s'affranchir des perturbations de l'atmosphère, justement, parce qu'en fait, elle est là, elle fait effectivement ce qui fait que les étoiles scintillent, par exemple, quand elles sont vues du sol, effectivement, ou comme quand on regarde un mirage à l'horizon, si l'analogie est bonne, on voit effectivement des perturbations. Alors c'est exactement ça, et en fait, si on avait pu observer la Lune ce soir, bon, faut pas perdre espoir, hein, mais on aurait vu en fait ces images danser un peu justement comme sur l'autoroute. Et la technologie qui s'appelle l'optique adaptative récupère la lumière qui vient du télescope. C'est envoyé d'abord sur un analyseur de front d'onde, c'est-à-dire qu'on va mesurer les déformations de la lumière. Il y a un calculateur qui tourne derrière et qui va venir déformer un miroir déformable qui fait à peu près entre 10 et 20 cm de diamètre. C'est un petit miroir, hein, c'est pas le grand miroir du télescope. Et il y a 1 millier de pistons qui vont venir déformer l'arrière de ce miroir pour le faire fluctuer sa forme de quelques nanomètres ou dixièmes de nanomètres, 1000 fois par seconde, en 1000 points différents, quasiment en temps réel, pour compenser la turbulence de l'atmosphère. Alors ça paraît complètement fou, on se dit mais ça ne peut pas marcher, la lumière va si vite, voilà. Si, ça marche, et on obtient des images fabuleuses en optique adaptative, au VLT en particulier. Et alors donc, ce qui s'est passé maintenant en 2019, on a vu ce qui était auparavant un disque rouge, en fait, hein, si on peut dire, ne plus être tout à fait un disque. Alors oui, mais initialement, ce qu'on a observé, qui a attiré l'attention, c'est que Betelgeuse, c'est une variable, c'est-à-dire que sa luminosité change au cours du temps. Et ce qui s'est passé, c'est que fin 2019, elle est devenue beaucoup moins lumineuse que d'habitude et beaucoup plus rapidement que toutes ces variations antérieures. Et d'abord, là, on s'est demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Et parce qu'on se demandait ce qui lui arrivait, j'ai demandé du temps sur le VLT de l'ESO en urgence. C'était juste avant Noël 2019, donc c'est en dehors des appels à demande de temps habituels pour aller l'observer. Et c'est là qu'on a effectivement vu que
il manquait en quelque sorte le bas de l'étoile, donc la partie sud. Mais initialement, ce qui est marrant, c'est que moi, ce que je voulais montrer, c'est que voilà, sa luminosité baisse, mais il lui arrive rien. Je pensais que c'était juste une conjonction de ces périodes de pulsation, que voilà, il y en a une de 400 jours ou une de 2000 jours. Ben, si les deux minimums tombent en même temps, ben, ça va aller plus bas que d'habitude, voilà, mais elle va rester ronde, identique à elle-même. Donc, initialement, mon but, alors que la presse commençait à s'enflammer un petit peu, je voulais montrer que bah non, il y a pas de quoi s'exciter. Donc, moi, je vais faire mes observations. Enfin, j'ai lancé mes observations, je n'y suis pas allé malheureusement. Et surprise, eh ben, il lui arrivait quelque chose. Donc, j'étais très heureux de m'être trompé. Cycliquement, elle change un peu, mais pas à ce point-là d'habitude. Donc là, il y avait quelque chose de sans doute assez exceptionnel. Et alors, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à voir apparaître des messages. Alors là, j'en ai isolé un ou deux, mais notamment, il y avait la revue Nature, en fait, hein, qui avait, à l'époque, fait un tweet en disant nous avons nos yeux rivés sur le ciel parce que, effectivement, en essayant dans l'espoir de voir Betelgeuse se transformer en supernova, en fait. Donc c'est un peu le bruit qui a couru à l'époque. On s'est imaginé qu'elle allait se transformer en supernova. Les anglo-saxons, hein, c'est vraiment incroyable. Alors ce tweet de Nature, je veux bien vous me l'envoyer parce que je vais l'encadrer, je pense. Effectivement, oui, je pense que c'est venu des États-Unis, hein, qu'il y a des gens qui ont commencé à dire ouh là là, elle risque d'exploser. Alors effectivement, depuis 200 ans qu'on enregistre ou qu'on écrit en tout cas la valeur de sa luminosité, on n'avait jamais vu ça. Mais encore une fois, 200 ans sur une étoile qui va rester 100 000 ans en tant que supergéante rouge, c'est rien. Ça lui est sans doute déjà arrivé par le passé, c'est juste qu'il n'y a personne qui a eu la bonne idée de le noter. Je dois avouer que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais pourquoi? Parce que je n'arrive vraiment pas à comprendre comment on peut relier une baisse de luminosité temporaire, hein, sachant que c'est une étoile variable, au fait que voilà, ça y est, c'est le signe qu'elle va exploser. A priori, bon déjà, on en parlera un peu après, mais Betelgeuse, vu son état actuel, vu sa luminosité, vu ses caractéristiques, c'est pas la première qui va péter. Ça, c'est quasiment certain. Si je devais parier, il y en a d'autres, clairement, sur lesquels je serais plus attentif. Et ensuite, une supergéante rouge, ben, avant qu'elle explose, il pourrait se passer des choses, mais moi, j'aurais plutôt tendance à imaginer qu'elle va peut-être être un peu plus lumineuse. Je ne vois pas trop, en fait, pourquoi on pourrait s'attendre à ce qu'elle baisse en luminosité. Alors à ce sujet, j'ai recherché même dans vos tweets de l'époque. Effectivement, j'ai retrouvé donc un tweet du 26 décembre. Ah bah oui. Ah bah oui, bah moi je cherche, hein. Et donc dans lequel vous disiez déjà, hélas, il est peu probable que cela signifie la fin. Cette baisse de luminosité peut s'expliquer par une combinaison de pulsation et de la convection ou même par la formation de poussière dans son enveloppe. On s'attend à une remontée en luminosité dans les jours qui viennent. D'ailleurs, je pense qu'à l'époque, quand j'ai écrit ça, moi je pensais peut-être un peu plus à convection-pulsation qu'à de la poussière. Et donc effectivement, donc on a eu les magnifiques images qui sont sorties dans la nature, qui sont sorties dans le communiqué de presse de l'ESO et qui ont été reprises par la presse. Mais mon travail, ça n'a pas été de contempler ces images pendant des semaines ou des mois et essayer de me dire bon, qu'est-ce que ça peut être, qu'est-ce qui va bien. Donc, il y a eu plein de modèles qui ont tourné. Donc déjà, j'ai vérifié si la taille de l'étoile était restée constante, parce que évidemment, avant une supernova, ça peut arriver qu'on pourrait avoir une petite contraction de l'étoile. Donc, alors je sais pas avec les images obtenues avec SPHER, j'ai utilisé l'instrument Gravity du VLTI et par interférométrie, on peut mesurer la taille de l'étoile très précisément. Et en gros, entre les données que j'avais eues un an avant, donc janvier 2019, et les données de la perte d'éclat, donc ça a été février 2020, c'est quasiment la même taille. La petite variation ne veut pas expliquer ce qu'on a observé. Donc déjà, une hypothèse écartée. Ensuite, il y en a 3 autres que j'ai testées. Une, c'est de dire, ben, peut-être que c'est un nuage de poussière qui passe devant. Donc, quand on regarde les images avec SPHER, eh ben, on voit que ça reste toujours du même côté. C'est en bas à droite, sud-ouest du coup.
tout le temps, que ce soit avant le minimum, pendant le minimum ou après le minimum. Donc ça veut dire que ça n'est pas en train de traverser le disque de l'étoile. Donc hop, ça aussi, on peut le rejeter. Et là, il restait deux hypothèses auxquelles on pouvait raisonnablement penser. Une tache froide à la surface de l'étoile, un peu comme les taches solaires, hein, sauf que quelque chose de géant. Soit la formation de poussière devant l'étoile. Donc elle aurait éjecté un nuage de gaz et en s'éloignant de l'étoile, en se refroidissant, le gaz aurait formé de la poussière. Ce qu'on voit, c'est la convection à la surface de la supergéante rouge. Donc c'est vraiment la manière dont les étoiles transportent la chaleur de leur cœur vers leur surface. Il y a ces gros mouvements de matière comme une casserole d'eau en train de bouillir, hein, en fait, où voilà, ce qui vient du centre et qui est chaud remonte, et comme c'est chaud, c'est brillant. Ça se refroidit au contact du milieu interplanétaire et ça redescend en étant plus sombre vers les entrailles de l'étoile. Donc, et là, il restait deux hypothèses auxquelles on pouvait raisonnablement penser. Et pour tester ces deux types de modèles, je fais tourner des modèles, justement, des simulations. Donc, des modèles d'atmosphère avec un point froid, où j'ai bougé mon point froid dans tous les sens sur l'étoile pour essayer de reproduire ce qu'on observait. Et pour la poussière, il faut faire ce qu'on appelle des simulations numériques, où dans une grille de calcul numérique, on met une étoile au centre. Devant, on va mettre un nuage, une densité de poussière, et on fait ce qu'on appelle une simulation Monte-Carlo, où l'étoile va envoyer des photons dans toutes les directions, comme une vraie étoile, et le code va voir comment la poussière va réagir à cette énergie, à ces photons. Et à la fin, elle va produire une image avec les caractéristiques de l'instrument que j'aurais programmé, faire dans ce cas-là. Et donc, j'avais deux types de modèles, le point froid et la poussière. J'ai comparé ça aux images, aux mesures de flux, et les deux marchent aussi bien. Mais quand je dis aussi bien, ça veut dire qu'ils ne reproduisent pas tout complètement. C'est-à-dire qu'il y a dans les deux cas, il y a des petites failles. Et c'est donc la conclusion de l'article que j'ai publié dans Nature, où je dis les deux marchent aussi bien, et vu qu'ils n'arrivent pas à tout reproduire parfaitement, il est probable que les deux phénomènes aient eu lieu simultanément. Il y a eu un refroidissement à la surface de l'étoile qui a déclenché la formation de poussière dans un nuage de gaz devant l'étoile. Et le scénario que j'ai proposé, il permet de relier ça à la pulsation en quelque sorte de l'étoile qui refroidirait localement à la surface. Donc voilà, c'est la meilleure explication qu'on ait pu avoir de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est exactement ce qui est arrivé? J'en serais extrêmement surpris. Et à titre personnel, ce que j'attends avec impatience, c'est qu'une autre équipe, d'autres chercheurs ailleurs, qui publient un article, qui viennent me contredire, parce que j'ai hâte de voir ce à quoi je n'ai pas pensé et ce à quoi d'autres auront pensé concernant cet événement. Et alors nous avons une sorte de simulation en fait, une animation qui simule le voile de poussière en fait. Alors c'est une vue d'artiste, je dirais, et l'observateur est en train de tourner autour de l'étoile. Donc au début on voit juste la surface de l'étoile avec le point froid au sud, et on voit le nuage de poussière qui vient nous barrer la vue quand on passe devant. Mais que les choses soient bien claires, c'est une vue d'artiste. Donc ce serait là l'hypothèse. Oui, tout à fait, oui. Ça, on l'observe pas tel quel. De toute façon, il faudrait pouvoir tourner en plus autour de... si on voulait reproduire la même vue, quoi. Exactement. Donc, en tout cas, voilà, ça nous donne effectivement une visualisation. Ça permet de se représenter donc ce qui s'est passé. Et alors, je reviens en fait dans le chat. Il y a eu des questions qui ont été posées. Quelqu'un a demandé... Alors, j'arrive plus à le retrouver. Enfin, qui a demandé si on avait déjà assisté à une explosion de supernova. Alors oui, plein. Il y en a eu plein dans l'histoire. Voilà. Donc il y a la plus célèbre, c'est la nébuleuse, celle qui a donné lieu à la nébuleuse du Crabe. Et je dois dire que j'ai un doute sur l'année. Donc c'est 1000 quelque chose. Donc je vais vérifier mes antisèches tout de suite. 1054, je dirais, non?
la nébuleuse du Crabe. Oui, 1054, qui a été observée par des astronomes chinois. Ensuite, les deux dernières, les plus célèbres, sont celles de Tycho et de Kepler. Donc, c'était dans les années 1600. Alors, je dois dire que je ne sais pas pourquoi ce soir, sûrement parce que c'est tard, je ne me souviens plus des dates. Donc, supernova de Kepler, on va vérifier, 1604, je dirais. Non, 1604, donc voilà. Donc, la dernière qu'on a vue sur Terre, à l'œil nu, hein, bien visible dans la galaxie, c'était la supernova de Kepler en 1604. Mais voilà, donc ça fait 400 ans que tout le monde, et en particulier les astronomes et les astrophysiciens, attendent une supernova dans la Voie lactée. On peut se dire, le citoyen ou la citoyenne lambda qui est dans la rue là ou assis à la terrasse d'un café sous la pluie à Paris, qu'est-ce que ça peut bien lui faire de savoir tout ça? Probablement rien, même si personnellement la quête des origines, je pense que c'est intéressant. Mais en fait, la technique d'optique adaptative que j'ai mentionnée plus tôt, qui permet à sphère de compenser les turbulences de l'atmosphère et faire comme si le VLT était dans l'espace sans qu'il y soit. Donc déjà, voilà, on économise de l'argent. Mais en fait, cette technique d'optique adaptative est actuellement transférée vers le biomédical, et ça se fait en particulier au LESIA. Il y a une équipe dans mon laboratoire qui travaille sur du biomédical pour utiliser ces techniques d'imagerie par optique adaptative pour faire des images de la rétine. Et le but, c'est de diagnostiquer des maladies de l'œil. Et ça se fait déjà. Donc, tout ça pour dire que parfois, les applications de la recherche fondamentale en astrophysique, elles arrivent dans la vie courante, sans même qu'on s'en rende compte, parce qu'il y a toute une chaîne de transmission du savoir et des applications qui fait que l'information sur l'origine de la technique est perdue. Par exemple, là, si on peut tous se voir et discuter ensemble ce soir, c'est qu'il y a des capteurs numériques dans les caméras de nos ordinateurs. Et ça, initialement, ça a quand même été aussi développé pour l'astronomie, l'astrophysique. Ton club gastronomie, là, je suis pas prêt d'y remettre les pieds, hein. Dis donc, déjà le gars, il nous donne rendez-vous à 10h le soir. Mais c'est que je crevais la dalle, moi. J'ai dit, bon, je me réserve, je mange rien, parce que l'édificateur, il m'a dit que c'était un truc avec plein d'étoiles. Je sais pas combien, 2, 3 étoiles. Bon, j'ai dit, ça vaut le coup d'y aller le ventre vide, pour bien profiter de la gastronomie. Mon vieux, il y avait rien, mais rien du tout, hein. Même pas un petit encart, rien. Je dis au gars, dis donc, et il me répond, attendez, on va regarder avec la lunette. J'ai dit, j'ai pas besoin des lunettes pour voir qu'il y a rien de près, hein. Le gars, il avait même pas une table, rien. Alors le club gastronomie, c'est bon. Donc, comme le dit le titre, on revient pas pour trier les lentilles. Allusion, bien sûr, à l'actualité culturelle, puisque ce soir, c'est l'avant-première de Kaamelott. Si vous n'avez pas eu la chance d'avoir un billet en avant-première, vous allez quand même passer une super soirée ici, puisque on va faire les observations qu'on n'a pas réussi à faire la semaine dernière, puisque le ciel était couvert et qu'on n'a pas pu ouvrir la coupole. Ici, nous sommes dans la coupole qui s'appelle la coupole de la table équatoriale, construite en 1930. Donc, quand je dis 1930, c'est que le dôme qu'on voit au-dessus de ma tête, là, tout blanc, les murs, et évidemment la monture qui maintient le télescope, date de 1930. Par contre, le télescope, lui, a été installé dans les années 60. Il y a eu plusieurs instruments qui ont été installés. Alors, pourquoi ça s'appelle la table équatoriale? Donc, vous voyez, là, il y a un grand disque qui est vertical, mais on le verra mieux un peu plus tard dans la soirée, ou même tout de suite, en fait. Oui, allez. Soyons fous. On est peut-être pas motorisé, mais on est mobile. Allez. Voilà. Donc, ici, on voit la monture. Donc, la monture, ça va être à la fois le pied qui repose sur une dalle de béton qui va descendre jusqu'à 8 mètres sous terre pour que tout ça reste bien stable. Hein. À l'époque, il faisait des choses sérieusement. Et la table, c'est ce grand disque troué sur lequel repose le télescope. Et pourquoi on appelle ça une table? Juste parce qu'on peut poser des instruments dessus. Là, on a un télescope qui fait 60 cm de diamètre, mais au cours de son histoire, elle a pu avoir différents instruments en parallèle, qui regardaient évidemment le même endroit du ciel, mais qui étaient utilisés simultanément pour faire des tests avec plusieurs instruments à la fois.
Et il faut voir qu'à l'époque, en 1930, c'était essentiellement des spectromètres, donc des choses qui servent à disperser la lumière avec des prismes pour voir la composition de comètes, d'étoiles qui ont explosé, donc de nova ou d'autres choses. Et il faut imaginer que ça se faisait avec des plaques de verre. Hein. C'était vraiment une autre époque où à l'époque, vraiment, les astronomes passaient leur nuit sous la coupole et il fallait mettre les plaques de photos. Voilà. Et ensuite, il y avait des assistants qui allaient les tirer dans la journée dans une chambre noire. Donc, c'était autre chose. Et équatorial, ça, on va en parler un peu après. C'est parce qu'on est sur une monture équatoriale. On voit qu'il y a cet axe-là qui est incliné, qui en fait va être parallèle à l'axe de rotation de la Terre pour pouvoir suivre les objets au cours de la nuit, puisque comme le Soleil le jour qui va d'est en ouest, les étoiles et tous les objets nocturnes vont traverser le ciel d'est en ouest à cause de la rotation de la Terre sur elle-même. Est-ce qu'il ne serait pas le moment de lancer une petite vidéo explicative sur la rotation de la Terre ? N'importe qui a voyagé dans le monde et qui a observé les étoiles la nuit a remarqué qu'on ne voit pas les mêmes constellations dans l'hémisphère nord ou l'hémiplate nord que dans l'hémisphère sud ou l'hémiplate sud. Donc par exemple, dans l'hémisphère nord, on observe la Grande Ourse, ça vous l'avez forcément déjà remarqué si vous habitez dans l'hémisphère nord. Vous avez aussi, je ne sais pas, vous avez le Cygne par exemple. Bon. Et dans l'hémisphère sud, on voit des constellations différentes. Vous avez par exemple la Croix du Sud, qu'on observe que dans l'hémisphère sud. Alors, comment l'expliquer? Il y a des étoiles partout dans l'univers. Lorsqu'on les observe la nuit depuis la surface de la Terre, les constellations qu'on observe, donc ici par exemple, au-dessus de l'équateur, on a le Cygne, on a aussi la Grande Ourse. Bon, alors là, en fait, j'avais pas d'ours, donc j'ai pris un gros cochon. C'est là qu'on voit qu'on n'est pas chez Astronomique, hein. C'est pas tout à fait les mêmes moyens. Bon, mais quand cette gêne va grandir, je vous garantis qu'on va passer à une autre étape. Donc, j'ai des constellations ici qui sont visibles au nord, et par contre, si je me positionne en Amérique du Sud, par exemple ici, j'aurais beau voir, vous voyez, même si la Terre tourne dans tous les sens, enfin en l'occurrence autour de son axe, eh bien, je ne verrai jamais les constellations du nord. Par contre, je verrai la Croix du Sud. Et là, la Croix du Sud, je trouve que je l'ai quand même assez réussi avec les 4 étoiles qui sont là. Eh bien, cette Croix du Sud, effectivement, sera visible au sud de l'équateur, par donc l'Amérique du Sud, l'Océanie, l'Afrique du Sud, etc. Alors qu'en Europe, on aura beau faire ici, effectivement, tout au long de la rotation, on cherchera, et bien on ne verra jamais la Croix du Sud puisqu'elle est de l'autre côté. Et en plus, au nord de l'équateur, les étoiles tournent dans un sens, et au sud de l'équateur, elles tournent dans l'autre. On le voit bien ici, sur ces timelapses. Alors, comment peut-on l'expliquer? Depuis la surface de la Terre, alors, on peut, lorsqu'on observe les constellations, avoir l'impression qu'elles tournent, et ça c'est dû à la rotation de la Terre, et pas aux étoiles elles-mêmes qui tourneraient. Et bien sûr, lorsqu'on est de l'autre côté de la Terre, on a une rotation en sens inverse. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, il y a une expérience très simple à faire. Vous pouvez simuler vous-même la rotation de la Terre. C'est assez simple, vous vous mettez debout chez vous par exemple, et vous allez dans un premier temps fixer le plafond, donc comme si vous étiez sur un globe au nord de l'équateur, et regardez par exemple le lustre, et vous allez regarder la manière dont il tourne. Éventuellement vous pouvez prendre votre téléphone et filmer la scène, donc filmer ce que vous observez, et ensuite tourner sur vous-même. Donc là, ici, on voit le lustre tourner dans un certain sens. À présent, plaçons-nous donc de l'autre côté du globe, et on va regarder vers le bas, cette fois-ci, tout en tournant dans le même sens, puisque la Terre tourne dans un seul sens. Donc, on va regarder, par exemple, une latte du parquet, ou un carreau, enfin, ce que vous avez chez vous au plancher. Éventuellement, c'est un objet que vous allez placer là. L'appareil, vous allez pouvoir le filmer pour vous rendre compte, et on va tourner sur nous-mêmes à nouveau, dans le même sens, bien sûr, puisque la Terre ne tourne que dans un seul sens. Et là, on va s'apercevoir que le point qu'on a fixé au sol, et qu'on a enregistré éventuellement sur le téléphone pour bien se rendre compte, tourne dans un sens opposé à celui du lustre de tout à l'heure. À présent, qu'est-ce qui se passerait sur un disque? Quel que soit l'endroit où vous allez vous placer sur le disque, donc au nord ou au sud de l'équateur, vous allez voir la même chose, c'est-à-dire qu'en fait vous allez tourner dans le même sens, avec donc les mêmes étoiles qui tourneront dans un seul sens. Et il va être difficile d'expliquer pourquoi au sud de l'équateur, vous auriez des étoiles qui seraient différentes et qui tourneraient dans un autre sens. On voit bien que sur un globe, ça s'explique parfaitement, il y a un nord, il y a un sud, il y a des étoiles qui sont différentes, il y a un sens de rotation qui explique qu'on ne voit pas la même chose et que ça s'inverse lorsqu'on passe l'équateur. Et sur une Terre plate, la rotation des étoiles est inexplicable.
voilà, c'est toujours l'occasion de rappeler d'ailleurs que c'est un excellent argument finalement pour expliquer pourquoi la Terre n'est pas plate finalement, parce que en fait voilà, rien que la différence entre l'hémisphère nord et l'hémisphère sud quand on regarde les étoiles suffit à comprendre qu'on peut pas être sur un disque. Voilà. C'était le petit rappel des bases, disons. Donc effectivement, on a un mouvement apparent des étoiles. Et alors, donc ça risque de poser des problèmes pratiques si on veut suivre un objet céleste qu'on aura pointé, puisque donc il va se déplacer. Alors ça peut être à différents niveaux, c'est-à-dire que si on fait juste d'observation amateur et qu'on est en train de regarder à l'oculaire, et qu'on a quelqu'un à côté, oh, regarde Saturne, les anneaux, ils sont super. Et ben généralement le temps que la personne arrive, si on grossit trop, si on compense pas la rotation, l'objet sera parti. Et pour des expériences scientifiques, on va faire des longues pauses, alors avec des plaques photographiques dans les années 30, ou maintenant avec, il y a eu des films photographiques et maintenant avec des capteurs numériques. Si on stabilise pas l'image, on va juste voir la traînée de l'objet qui est en train de sortir du champ. Donc c'est pour ça que très rapidement, quand on a commencé à faire des observations avec des objets qui grossissent, l'intérêt a été de fixer les objets dans le champ de vue. Il faut jouer sur les deux axes, horizontal et vertical, en même temps, pour suivre un objet. Parce qu'évidemment, les objets, ils vont pas juste d'est en ouest, ils vont d'abord se lever vers l'est, culminer vers le sud et redescendre vers l'ouest. Donc il y a un mouvement à la fois horizontal et vertical à tout moment. Et il faut que la monture sache quel point du ciel elle pointe pour pouvoir compenser avec les bonnes vitesses sur les deux axes. Et ces vitesses vont varier au cours du temps. Donc ça maintenant, ça marche très bien. On va dans n'importe quel magasin, on a pour quelques centaines d'euros une bonne monture alt-azimutale. Par contre, au début du XXe siècle et même avant, on a une coupole un peu plus loin, la grande coupole de Meudon qui date de la fin du 19e. Faire varier la vitesse de moteur avec des calculateurs qui vont déterminer quelle vitesse il faut appliquer et la faire varier au cours du temps, c'est pas possible. En fait, il n'y avait même pas de ligne électrique du réseau principal jusqu'à l'observatoire à cette époque-là, donc ils avaient quand même un groupe dans le château. Mais ce qu'il fallait faire, c'était avoir juste un seul moteur électrique qui va jouer sur un seul axe à vitesse constante. Ça, on savait vraiment bien le faire. Et la solution pour faire ça, c'est d'utiliser ce qu'on appelle une monture équatoriale, et vous la voyez ici à l'écran. Donc en fait, c'est celle de la table équatoriale dans la première moitié du XXe siècle, et on a ce grand axe incliné qui va être parallèle à l'axe de rotation de la Terre. Et sur cet axe, pour compenser le mouvement des objets, il suffit de tourner vers l'ouest à la vitesse de 1 tour en un jour sidéral, donc 23 heures, 56 minutes, et voilà, des poussières. Je vais essayer donc de résumer ce qui a été dit, et puis bon, vous me direz si je dis une bêtise. Donc là, en fait, si je prends un globe, j'aime bien manipuler des trucs. Donc le globe, ah oui, alors forcément, là, vous n'êtes pas du bon côté. Il faut que je vous mette de l'autre côté, sinon, vous allez, voilà, être sur le globe. Alors, donc là, le globe, il est, comme tous les globes, il a un axe, il est incliné, en fait, puisque l'axe qui est là, alors effectivement, c'est pas facile à montrer, l'axe qui est là, c'est l'axe de rotation de la Terre. Hop, ça va pas être facile. Voilà, c'est comme ça. La Terre tourne sur cet axe-là, et elle tourne, bien sûr, dans ce sens-là. Voilà, Donc là, si, effectivement, si je me positionne un astronome, on va prendre par exemple celui-là, qui tient, là il tient, je l'ai mis en Europe, il tient grâce à la gravité, c'est logique, il est attiré vers le centre de la Terre, et qu'on lui positionne donc voilà, disons, alors on va dire qu'on est sur une lunette classique, voilà, on le voit là. Effectivement, donc ce que vous disiez, c'est que dans ces conditions-là, pour pointer un objet, et surtout pour suivre le mouvement de rotation de la Terre, donc lorsque l'objet va se déplacer, il va falloir, puisque l'objet va finalement décrire un cercle autour de l'étoile polaire, il va falloir bouger dans deux directions en fait. Donc ça va être compliqué pour lui, puisqu'il va falloir qu'il bouge sa lunette selon deux axes. Et donc pour contrer ça, on a inventé le principe de la
monture équatoriale qui, donc, doit se situer sur un axe parallèle à l'axe donc qui est là, hein, l'axe de rotation de la Terre. Je remets ce truc-là devant, voilà, c'est là l'axe de rotation de la Terre. Donc on met ici, hop, on va le mettre comme ça, cette monture-là qui est parallèle donc à l'axe de rotation de la Terre et qui en fait en gros pointe vers l'étoile polaire, quoi. Et du coup, lorsque on va positionner sur cette monture-là l'instrument, hop, donc d'observation, et bien là en fait l'intérêt c'est que comme on va suivre en permanence, finalement on va être en permanence, enfin notre axe ici, je vais tout faire tomber là, notre monture va pointer en permanence vers l'étoile polaire, donc en fait si j'ai besoin de suivre le mouvement des étoiles, ma lunette va tourner en même temps et je n'aurai plus qu'un axe à bouger pour suivre le mouvement de l'objet que j'observe. Est-ce que c'est bien résumé? Alors je suis impressionné. C'est vraiment spectaculaire. Que, du coup, quand on voit ça, c'est que voilà, si on est au niveau du pôle avec notre observatoire, la monture va être complètement presque perpendiculaire au sol, alors que si on est à l'équateur, finalement, hop, si on... ça peut pas être évident à faire, parce que là, j'ai pas mis de truc qui colle, en fait, au niveau de l'équateur. Et donc, si là, on veut être parallèle à l'axe de rotation de la Terre, ben, on le voit, là, du coup, la monture, l'axe de la monture, là, ici, il est quasiment horizontal, quoi, pour le petit bonhomme qui se situe là, quoi. Ok, bon, bah, alors, je pense que, du coup, on a compris le principe de la monture équatoriale, et donc en fait ça va nous servir à simplifier, disons, le suivi des objets en mouvement, quoi. Tout à fait, mais encore une fois, maintenant dans le commerce, c'est essentiellement des altes azimutales qu'on trouve parce que il n'y a pas besoin de les enfin, c'est beaucoup plus facile à régler avec tous les GPS et les processus informatisés où maintenant c'est on allume et en gros il n'y a plus grand chose à faire, alors qu'il y a encore 10-15 ans, l'observation astronomique ça demandait pas mal d'efforts, on appelle la mise en station, où il fallait pointer justement son axe équatorial vers l'étoile polaire, et ensuite repérer quelques étoiles bien alignées, indiquer aussi le jour, l'heure où on était. D'ailleurs, moi, quand je suis arrivé en master ici, c'est ce que j'ai beaucoup aimé sur ce télescope. Pas de mise en station, tout est déjà bien aligné. De toute façon, depuis les années 30, ça n'a pas bougé. Et on arrive, on tourne la clé et on y va. En fait, le moteur, il est là. Hein, c'est le boîtier noir qui est au niveau de la grande roue en bas. Et c'est toujours là. Je pense pas que ce soit le même moteur, mais c'est toujours là qu'il y a l'entraînement de la roue dentée qui va permettre de faire en sorte que tout ça va tourner lentement pour compenser le mouvement des objets. Voilà. On va se mettre en position pour regarder l'ouverture. Donc là, on voit le télescope et les trappes. Voilà, et je vais ouvrir. Alors c'est une des particularités de cette coupole quand elle a été construite en 1930. C'est que les trappes d'observation sont particulièrement grandes pour la taille de la coupole. Et un des avantages, c'est qu'il faut tourner la coupole moins souvent pour suivre la rotation des objets. En fait, là, c'est le crépuscule, c'est exactement le bon moment pour le faire. Quand on est au Chili, au VLT à Paranal, c'est à peu près quand le soleil est à ce niveau de hauteur que toutes les coupoles des grands télescopes de 8 mètres vont s'ouvrir. Également pour thermaliser, et aussi parce que la nuit commence avant la fin du crépuscule, on commence à faire des acquisitions sur le ciel couchant dans le but de faire des données de calibration qui vont servir à étalonner les caméras le reste de la nuit. Et bon, c'est aussi un spectacle magnifique de voir les grandes coupoles qui vont s'ouvrir au milieu du désert avec tout ce paysage rouge, ocre à cause du coucher du soleil, et le ciel qui est d'un bleu extrêmement pur. Bon, on a pris connaissance
du matériel. Est-ce que donc du coup maintenant par rapport à la façon de s'orienter finalement dans le ciel, comment peut-on faire en fait? Comment savoir où pointer pour trouver tel objet en fonction de l'heure à laquelle on est, du lieu où on se situe? Alors, effectivement, la question, donc là, on voit qu'on peut suivre. Il y a des objets, la Lune, en fait, je pourrais tourner la coupole, hein, elle est pas loin, là. Ah bah, je peux faire ça, comme ça va me donner une astuce quand vous êtes paumé et que vous savez plus quoi dire et qu'il faut réfléchir. Trouver un truc à faire, et pendant que le truc se fait, on peut réfléchir à ce qu'il faut dire. Alors, voilà, un truc à l'œil nu, ben, c'est pas difficile, hein. On pointe à l'œil. C'est-à-dire qu'on va aligner un bord du télescope, qu'il soit rond ou ici carré, c'est encore mieux, avec l'objet, et généralement on peut tomber assez facilement dessus. Par contre, si on est sur des objets qui sont invisibles à l'œil nu, ben, comment on fait pour pointer? Ben, dans ces cas-là, il faut avoir un système de coordonnées. De la même façon qu'on a la latitude et la longitude sur Terre, on a quadrillé le ciel avec des coordonnées. Ici, donc, on a le ciel vu de Meudon. Donc, ben, c'est la sphère céleste, hein, donc c'est quelque chose en 2D. Donc, ce qu'on a envie de faire, comme ça, de prime abord, et qui est pas bête, c'est ben, on a fait la latitude et la longitude sur Terre, qui est aussi une sphère. Pourquoi ne pas faire le même système dans le ciel? Et donc, comment est défini, sont définies latitude et longitude sur Terre? Ben, on va commencer par la latitude. On part de l'équateur terrestre et on gradue en degrés, donc de 0 à 90 parce qu'il y a un angle de 90 degrés entre le pôle et l'équateur, et plus 90 vers le nord, moins 90 vers le sud. Ah ben, sur le ciel, là, c'est assez sympathique. C'est exactement la même chose et je vais même le montrer encore plus facilement. Alors là, je suis passé, sans le dire, sur le logiciel qui s'appelle Stellarium, qui est gratuit et qu'on peut télécharger sur Internet, sur toutes les plateformes, Linux, Mac, Windows et même sur les téléphones. Et donc, ben, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on va prendre la projection sur le ciel de l'équateur de la Terre, on va le projeter sur les constellations au loin, et on va appeler ça l'équateur céleste. Et ici, c'est la ligne bleue qui traverse mon écran. Et à partir de cet équateur céleste, eh ben, on va construire des hémisphères. Je suis désolé pour ceux qu'il ne faut pas nommer, mais ça s'appelle comme ça. Hein. Et on a des degrés comme ça, plus 5 degrés, 10 degrés, 20 degrés, jusqu'à 90 degrés si on va vers le pôle, c'est-à-dire vers l'étoile polaire. C'est en fait sur la projection du pôle Nord, donc c'est ici les 90 degrés, hein, tout en haut. Et pareil, ben, si on descend de l'autre côté, on va avoir des coordonnées négatives, moins 5, moins 10, vous les voyez ici à gauche et à droite de l'écran. Et cette coordonnée ne s'appelle pas la latitude céleste, elle s'appelle la déclinaison. Donc ça, c'est la plus facile des deux, on va dire. Voyons la longitude. Alors, comment est définie la longitude sur Terre? On a pris un axe, voilà, un méridien qu'on appelle, qui part du pôle jusqu'à l'autre pôle, et on l'a dit, celui-là, c'est le méridien 0. Alors, normalement, il faudrait que ce soit le nôtre, hein, celui de Paris, qui est en plus défini par l'Observatoire de Paris. C'est-à-dire que le bâtiment même de l'Observatoire de Paris à Denfert-Rochereau sert de définition au méridien de Paris. C'est Cassini donc qui avait été repéré ça quand on a construit le bâtiment. Mais bon, voilà, la perfide Albion nous a volé la vedette. Donc, le méridien 0, c'est le méridien de Greenwich. Et à partir de là, on compte cette fois-ci en heures, avec ben, c'est le principe des fuseaux horaires, hein, donc il y a un côté c'est en plus et de l'autre c'est en négatif. Bon, ça très bien. Alors comment on fait sur la sphère céleste, puisque il n'y a pas d'anglais. Enfin non, parce que je veux dire parce qu'il y a personne pour vraiment repérer un méridien 0. Ben, quand on prend un globe terrestre, on voit qu'il est incliné. Quand on l'achète, on n'a jamais un globe, enfin, il y en a quelques-uns, mais la plupart, ils ont une petite inclinaison. Et l'inclinaison, c'est la vraie inclinaison de l'axe de la Terre, de rotation de la Terre, par rapport au plan des planètes du système solaire, qu'on appelle le plan de l'écliptique. Et ça, ben, le fait qu'il y ait cet angle entre l'axe de rotation de la Terre, le plan de l'écliptique, en fait, entre l'équateur et le plan de l'écliptique,
ben, ça fait que ces deux plans, ils vont se croiser à des endroits bien particuliers de la sphère céleste. C'est ce qu'on voit ici. On a en rouge le plan du système solaire. C'est là où on va trouver les planètes et le Soleil. Donc, au cours de l'année, c'est là que le Soleil et les planètes vont défiler. Et on a en bleu l'équateur céleste. Et donc, on a ce qu'on appelle deux nœuds, un nœud ascendant et un nœud descendant. C'est-à-dire que c'est des nœuds dans lesquels le Soleil va monter au cours de l'année, pour le nœud ascendant, ou descendre à cause du mouvement de la Terre autour du Soleil. Et par convention, et c'est pareil, je suis sur le mauvais, c'est toujours je suis sur le bon, incroyable. On dit que le nœud ascendant, c'est-à-dire le nœud sur lequel le Soleil va se situer au printemps, va être le méridien 0. Et donc, si on regarde, je remets, donc là, vous avez un nœud, je mets la grille équatoriale, voilà, et on voit, alors ici, c'est un peu caché, on le voit pas super bien, mais il y a marqué 0 heure. Donc, en fait, ici, toutes les astres qui sont sur cette ligne vont avoir pour coordonnées 0 heure et quelque chose d'autre en déclinaison. Et selon dans quel sens on va se décaler à gauche ou à droite, on va avoir des heures différentes, comme on a des coordonnées différentes en longitude sur la Terre. Donc ça, c'est notre système de coordonnées. Et donc alors j'ai oublié de dire le nom de la coordonnée, ici ça s'appelle pas la longitude, ça s'appelle l'ascension droite. Donc on a pour cette étoile, ici Stellarium nous indique AD, une ascension droite, et DEC, une déclinaison. Et avec ça, on peut complètement se repérer dans le ciel, n'importe quel astre où je clique là. J'ai enlevé l'atmosphère, donc maintenant il fait nuit partout. On peut voir les étoiles même en plein jour. On voit ascension droite et déclinaison. L'axe ici qui est de ce côté-là, sur lequel je pointe, c'est l'axe de déclinaison. Donc on va directement venir mettre la déclinaison, donc la hauteur de l'objet par rapport à l'équateur céleste, sur cet axe. L'ascension droite, alors vous avez compris que ça va être l'axe qu'on voit ici, donc qui correspond au grand axe très épais de la monture équatoriale. La petite roue en haut, c'est là qu'il y a les coordonnées d'ascension droite. Et donc là, ce qu'on met, c'est pas directement l'ascension droite. Pourquoi? Parce que l'ascension droite d'un objet, elle est fixe. C'est vraiment une valeur fixe qui est définie par rapport à ce nœud ascendant. Mais l'objet, il va se déplacer suivant cet axe, de l'est vers l'ouest, à cause de la rotation de la Terre. Et donc, on a tout un système de coordonnées locales qu'on appelle ici l'angle horaire. Et donc, avec ce système, donc on a un changement de coordonnées où on va convertir l'ascension droite en angle horaire. Et ça, on va le faire en fonction du lieu où on est, du jour et de l'heure. On va pouvoir mettre le bon angle horaire et ainsi observer n'importe quel objet, même si on ne peut pas le repérer à l'œil nu. La première chose quand on est ici, c'est qu'il faut arriver au télescope. Donc c'est parti, on y va. On est sur toute une plateforme mobile qui est en train de monter. Donc l'ensemble de la salle de la coupole est un plancher qui est soutenu par 4 grandes vis qui sont en train de tourner là sous moi pour faire monter toute la salle et être à hauteur du télescope. On le voit bien, sur le second écran, on voit qu'effectivement, on se rapproche de la coupole. Qui est en train de tourner simultanément. Allez, c'est parti, la séance de muscu. Alors, est-ce qu'on va arriver? Par contre, hein, il est greffé. Ah oui, c'est bien là. Voilà. On est fou, on y va. Voilà. Donc là, on arrive devant le télescope et je vous soulève gentiment. Et donc, au fond, vous voyez le miroir de 60 cm de diamètre du télescope de Meudon. Et là, au premier plan, paf, ça c'est le support du miroir secondaire. Et on voit un peu l'araignée là, enfin l'araignée, c'est un des axes là, c'est ce qui va maintenir le miroir secondaire.
Et en fait, il y a tout un système. On a un miroir secondaire motorisé. Vous verrez que ça permet de faire la mise au point. Mais voilà, on a regardé dans un télescope et on a vu sans miroir. Alors, j'ai bien eu ton message, que, entre parenthèses, tu pourrais rester poli, hein. Donc, oui, à la finale, je m'étais bien trompé de nom du club. C'est un club d'astronomie, quoi, disons. Je sais pas comment tu me l'avais raconté, bref. Du coup, j'y suis retourné, là. Ben, mon vieux, Starnac, le gars, il me dit, vous allez regarder dans l'auriculaire. J'ai dit, bon, je regarde, mais c'est que je voyais rien du tout. Que du rien, tout orange. Et c'est là que je me suis souvenu qu'il en avait parlé de ça, l'astronogeek. Qu'on n'y voit rien avec l'éclairage public. Alors je dis au gars, ben, je pense que vous avez mal préparé votre coup là, parce qu'il y a de la pollution légumineuse. Et le gars, il me prend de haut, il me dit, vous avez pas les yeux en face des trous. J'ai dit, moi je fais pas de trous, monsieur, après c'est syphiloche. Mais c'est qu'il commençait à être mauvais. Il me dit, c'est un club d'astronomie, c'est pour la détente et vous êtes pas détendu. Et je lui dis donc, quand on veut détendre les gens, la moindre des choses, c'est de leur offrir un encas quand ils arrivent. Puis bon, je me suis rentré, la détente, je la ferai au camping. Alors le club d'astronomie, c'est bon. Alors, on est où là? On est beaucoup trop haut. Alors. Ah. Et voilà. Alors là, on est au ras de l'horizon, on est bien d'accord. Donc Vénus, c'est un point blanc. C'est quasiment un disque complet parce qu'elle est dans la phase gibbeuse. Et alors là, ce qu'on voit, essentiellement, on voit une image qui danse. C'est à cause de la turbulence atmosphérique. Et il faut quand même admettre que c'est quand même pas super joli. Hein. Alors, on va tricher un petit peu, on va augmenter l'ISO et on va diminuer le temps d'exposition. Là, on est en train de voir un objet blanc. Ben, il y a différentes couches d'atmosphère. Il y en a une qui va un côté où ça va être plus épais, donc on va plutôt la voir rouge, ben, comme un coucher de soleil. Et par contraste, l'autre côté va apparaître un peu bleu. C'est ce qu'on appelle la diffusion Rayleigh. Et donc là, c'est pour ça que ben, ça le fait souvent avec les étoiles ou avec ici Vénus, donc les planètes quand on les observe très basses sur l'horizon, ben, parce que là l'atmosphère va être très épaisse. Donc là, je pense que je suis en train de perdre le patient, tout simplement parce que je parie que Vénus est en train de rentrer dans un arbre. Je vais rallumer un peu de lumière parce que comme ça, au moins, on s'ennuiera pas. Voilà. Alors ça, j'en profite, c'est aussi une petite astuce quand on observe en astronomie amateur. Qu'est-ce qu'on fait? On va commencer forcément par ce qui est le plus brillant, parce que là, en fait, il fait jour, hein, là, on peut se balader dehors sans problème. Et ensuite, la règle, c'est qu'on va d'abord observer vers l'ouest, parce que c'est les objets qui sont en train de se coucher. Et normalement, au cours de la nuit, on va remonter vers l'est pour voir les objets qui étaient en train de se lever. C'est juste une question pratique. Le plus brillant vers le plus sombre, et ce qui se couche le plus tôt, pour ensuite voir ce qui est en train de se lever. Alors, la Lune est en train de sortir de l'arbre, donc on va pouvoir observer. Alors attention, Ramona Stone nous dit attention, lumière plus coupole ouverte égale attention aux moustiques. Oui, n'étant pas loin, donc oui, il va y avoir des moustiques, mais c'est ça, ou alors vous allez voir un écran noir toute la soirée, donc il faut... Je mouille la chemise et je me fais piquer, voilà. Vous vivez dangereusement. Ah oui, bon, on va changer de plan, c'est pas grave. Là, il faut vraiment attendre au moins encore 20 minutes avant qu'elle soit visible. J'avoue que la dernière fois que j'avais observé, ces arbres n'étaient pas si hauts. Donc on va faire un pointage de coordonnées, mais on va pointer une étoile qui s'appelle Albireo. Il faut vraiment avoir des yeux partout. Alors, hop, quasiment 28 degrés. Là. Voilà. Et un angle horaire AH de 21h04. 21h. On a Five One qui nous dit étoile double. Albireo. Mais oui, tout à fait. Ah oui, tout à fait. Donc là, je suis en train de les recentrer, mais elles étaient juste en bord de champ. Donc ça, c'est Albireo, donc c'est la double étoile. Tout à fait. Ah, c'est bien, là, si je défocalise, on voit vraiment bien la couleur.
Donc là, j'ai cassé la mise au point. J'ai déplacé le miroir secondaire qui fait qu'on est plus net. Mais je pense que ça permet vraiment bien de voir la couleur. Donc on a une jaune et une bleue. Une jaune et une bleue, ouais. Et alors là, je vais essayer de me mettre vraiment pile au point, comme ça, après on n'en bougera plus. Voilà. Et donc là, si vous regardez, alors je vais augmenter un peu le temps de pause encore. On voit quand même que même les étoiles, elles sont pas fixes, quoi. Ça danse un petit peu. Et ce qu'on voit, ça va être la turbulence de l'atmosphère, mais cette fois sur des étoiles. On est là pour faire de l'astrophysique. Alors effectivement, la bleue est plus chaude que la jaune. Alors pour l'orage, pas totalement sûr. Ben, elles ont un peu... Alors voilà, c'est là qu'on arrive à quelque chose de très intéressant. On aurait fait cela il y a quelques années. J'aurais expliqué, et je l'ai expliqué à de nombreuses personnes, que ces deux étoiles vivent ensemble, c'est-à-dire qu'elles tournent l'une autour de l'autre. Alors comme elles sont quand même très séparées, la bleue tourne autour de la jaune en plusieurs milliers d'années. On se demande si elles sont vraiment ensemble, c'est-à-dire est-ce que la bleue tourne vraiment autour de la jaune, ou est-ce que c'est un coup de chance qu'on en voit deux qui sont sur la même ligne de visée, mais qu'il y en a une qui est beaucoup plus loin derrière. Donc ça, c'était voilà, jusqu'en 2018, 2017, j'aurais dit ça. Sauf que dans l'intervalle, la mission Gaïa de l'Agence spatiale européenne a été lancée et elle a repéré les positions exactes et les distances d'1 milliard d'étoiles dans notre galaxie, la Voie lactée. Et donc Gaïa a tranché. En fait, elles ne sont pas liées gravitationnellement. Elles ne sont pas en train de se tourner l'une autour de l'autre. C'est une binaire visuelle, mais c'est pas une binaire physique. Spectaculaire. Alors là, je vais un peu changer le pointage. Voilà. Alors on peut se déplacer le long du terminateur, comme ça. Oh. Donc là, on est en train de, en quelque sorte, survoler la Lune. Alors on voit que parfois c'est net et parfois c'est moins net. Et là, on est en train de se prendre la turbulence de l'atmosphère. Donc c'est là que ce serait très intéressant d'avoir l'optique adaptative de sphère pour compenser ça. Tout à fait, on voit effectivement les cratères qui dansent un peu, ouais. Alors là, c'est le genre de choses que j'aime énormément quand on observe sur la Lune. Je sais pas si ça ressort sur le live. Si ça ressort pas bien, je vais faire une image. Donc là, on voit, on est sur la limite entre le jour et la nuit sur la Lune. Hein. Et donc on voit des montagnes dont le pied sont dans la nuit. Et on voit juste le sommet de la montagne qui est éclairé par le soleil. Juste au-dessus de ce cratère. Je sais pas si ça ressort. Je peux aller vérifier. Ouais, carrément. On voit qu'il y a il y a une petite crête éclairée juste au-dessus de l'ombre. Alors oui, aussi pour les personnes qui se disent ah mais c'est peut-être juste une image. Déjà on voit quand même la turbulence de l'atmosphère, donc ça nous montre que c'est du direct. Et là je vais faire l'expérience que je n'ai pas pu faire sur Vénus. Je vais couper le suivi du télescope. À 3, je vais le couper. 1, 2, 3. Ah. Et là, ce qu'on est en train de constater, donc, c'est la rotation de la Terre. Voilà, on est en train de voir la Lune sortir du champ à cause de la rotation de la Terre parce que j'ai coupé le suivi. Et maintenant, je vais rallumer le suivi. Et donc, la Lune va se stabiliser. Immédiatement, ouais. Ouais, là, c'est flagrant, quoi. Alors, il y a plusieurs fois la question est revenue. Non, on n'aura pas une résolution suffisante pour voir les bouts de laine qui sont restés. Hein. Même si, comme on disait, ça ferait taire les négationnistes des missions Apollo.
Alors en fait, le VLT par exemple pourrait. Donc en fait, ce que j'ai fait avec Betelgeuse, l'image dont on a parlé il y a une semaine, avec l'instrument sphère, j'ai regardé un peu, j'ai fait des petits calculs. Le, le changement de contraste qu'on a vu sur Betelgeuse et la taille que ça représente, c'est comme si on avait pris quelqu'un sur la Lune et qu'on avait essayé de voir le visage de la personne et de voir en gros si elle sourit ou si elle a les dents cachées, quoi. Donc avec le VLT, ce serait possible en théorie. Le seul problème, c'est que évidemment la Lune est très brillante et Sphère est fait pour chercher des planètes en dehors du système solaire, des exoplanètes. Donc vous vous doutez bien que si on va pointer le VLT sur la Lune, Ça va cramer, on va cramer la caméra. On peut allumer un petit barbecue au foyer du télescope. C'est pas mal là, non, pour faire une image? Ah ouais, non, mais c'est carrément. Allez. Moi, je suis... c'est spectaculaire, quoi. Donc clairement, on vise quelque chose de difficile en région parisienne. Mais on n'a pas peur. Je ne sais pas si elle ressort sur le live, mais tout à gauche de l'image, on voit la nébuleuse de la Lyre. Ok. C'est la forme circulaire, là. Voilà. Donc là, ce qu'on voit, c'est le cadavre d'une étoile, mais surtout le fait que un pointage de coordonnées sans faire de correction directement, elle apparaît dans l'oculaire. Là, je le crois pas, quoi. Demain, je joue au loto parce que là, c'est. Alors pour la petite histoire, voilà. Donc cette nébuleuse, quand j'étais en master, pendant 1 an, on a essayé plusieurs fois de la voir, on l'a jamais vue. C'est seulement l'année suivante, quand j'étais en thèse, qu'on a réussi à la pointer après beaucoup d'efforts. Et là, maintenant, sans aucun effort, je l'ai, quoi. Et, je sais pas, c'est presque trop beau pour être vrai. Donc je vais diminuer l'ISO et la sensibilité, donc, et je vais augmenter le temps de pause. Donc on devrait diminuer le bruit et mieux voir la nébuleuse. Et on voit qu'il y a un petit point blanc pile au centre de la nébuleuse. C'est le cœur de l'étoile morte, qu'on appelle la naine blanche, qui émet des rayonnements très énergétiques et qui sont en train de ioniser le gaz en fait autour, qui font que le gaz va briller. Et là, la couleur du gaz va pas nous renseigner sur sa température, parce que c'est pas un corps noir, c'est pas un gaz qui brille à cause de sa chaleur. C'est du gaz qui va être excité par le rayonnement de l'étoile. Ça va être ce qu'on appelle des raies d'émission. Et ça va faire que le gaz va juste émettre à certaines couleurs. Et la couleur va nous donner la carte d'identité, la composition du gaz. Donc là, par exemple, le rouge, la couronne rouge au bord, c'est clairement de l'hydrogène. Et le vert, bleu-vert qu'on voit, ça va plutôt être de l'azote ou de l'oxygène. 20, 30, 40, 50, 1 heure. 27 alors. Et bienvenue aussi donc au raid. Bienvenue à vous et bonsoir. Donc là on est ce soir pour résumer, donc on fait un live avec Miguel Montargès qui est en train de nous donc qui mouille le maillot ce soir pour déplacer. Ah oui, alors là Miguel il va bien mouiller le maillot même. Parce que là j'ai un problème de coupole, j'ai la chaîne d'entraînement de la coupole qui vient de dérailler. Oui, on va mouiller le maillot. Un vrai problème technique, il faut que je résolve calmement. Parce que là on est. Si je m'y prends mal, la soirée est finie et je ferme la coupole à la main. Donc on va. Pour bien vous laisser le temps de régler le problème, est-ce que peut-être on pourrait lancer le quiz? Ah oui, c'est une très bonne idée. Là. Alors, la question était, Albireo est une étoile double jaune et bleue. Quelle est son étoile la plus chaude? Et donc 4 réponses proposées. La blanche par addition des couleurs, la verte par addition des couleurs, la bleue ou la jaune. Alors bon, c'était quand même pas bien difficile, c'était la bleue. Puisqu'on l'a dit, ça on l'a dit, effectivement, la température des étoiles permet de... la couleur des étoiles permet d'identifier la température, et le bleu est beaucoup plus chaud. Les bleus sont beaucoup plus chaudes que les jaunes. Et d'ailleurs, vous avez une vidéo sur la chaîne qui vous détaille tout ça. Si vous allez faire la quête de l'espace, vous retrouverez ces réponses. Là, il y a quand même pas mal de gens qui avaient la bonne réponse. Je vois 52 personnes.
et contre toute attente, Ah. c'est réparé. C'est-à-dire, il y a quelqu'un qui est en route pour dépanner, mais voilà, j'ai remis Bravo Miguel. la chaîne. Alors, elle va sûrement redérailler à un moment parce qu'il faut sûrement enlever un maillon. Mais voilà, on peut pouvoir faire l'amas d'Hercule. Donc ça, c'est l'amas globulaire M13, hein, dans Et Messier voilà, 13. et là, on pourra pas faire mieux. Et je pense que la mise au point est excellente. On est à 25 000 années-lumière. Donc, il faut garder à l'esprit notre galaxie, c'est une spirale relativement plate, avec à peu près 4 ou 5 bras spiraux. Et toutes les étoiles qu'on voit dans le ciel, quasiment toutes, sont dans ce disque. Et nous aussi, on est dans ce disque. Quand on regarde des amas globulaires, on sort du disque, on est dans ce qu'on appelle le halo galactique. Et donc là, on voit parmi aussi les étoiles les plus vieilles qu'on peut observer. Ah oui, je dois dire que c'est encore une fois une image en direct de l'amas. Alors c'est un peu orangé parce qu'évidemment, on a la pollution lumineuse de Paris, plus le bruit du capteur qui est toujours un peu rougeâtre. Donc là, on est deux maintenant. Hein. Il y a Vincent Lapéraire qui est là, qui est ingénieur de recherche Olésia. Et comme on a eu des problèmes de coupole, il est revenu et on va finir à deux parce que tout seul, c'est pas une bonne idée. Normalement. On remercie beaucoup Vincent. Hein. Shobu Saiku demande si c'est pas un peu téméraire comme projet Saturne. Alors non, on l'a dans l'oculaire. Donc voilà. Je veux rien dire parce que tout ce que je pourrais dire gâchera la lune. Si je vais dire un truc, je vais dire nom de Dieu. Voilà, ça, je peux le dire. Bon, ben voilà. Oh. C'est toujours aussi impressionnant. Hein. Bon, c'est pas mal, hein. Oh là là. Bon, ça valait le coup de se prendre le souci de coupole, hein. Allez, on va calmer le jeu. C'est hyper lumineux en fait, hein. C'est vrai que c'est fou quoi. Vu la hauteur sur l'horizon qui est très réduite, c'est pas mal du tout. Donc on voit bien la division de Cassini, hein. Je pense qu'il n'y a aucun doute qu'on la voit, c'est-à-dire la séparation noire au milieu des anneaux. Il s'appelle Cassini parce que c'est le premier directeur de l'Observatoire de Paris, Jean-Dominique Cassini, qui au XVIIe siècle l'a observé pour la première fois. Et on voit aussi que il y a différentes couleurs sur Saturne, et donc on voit clairement les différentes bandes nuageuses, c'est une planète gazeuse, et moi je devine juste quand l'anneau passe derrière Saturne à droite, on devine l'ombre de la planète sur les anneaux. C'est quand même chouette. On voit l'ombre des anneaux en fait. Oui, il n'y a pas de mot pour le décrire, hein. Quand on le voit, c'est là. Oh là là. Et c'est en direct, hein. C'est vraiment, je prends l'image et on le voit, quoi. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Ah oui, donc là effectivement, grâce au temps de pause long, bon forcément la planète est saturée, mais on voit 4 satellites. On en voit 5, il y en a un qui est perdu tout à droite. Hein. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Moi, j'en vois 6 sur l'image. Tout à droite, tout à fait, ouais. Vous avez Titan, le plus à gauche. Vous avez Rhea et Dionée. On a Épiméthée et Thétis.
à droite, on a Jappé qui est tout seul. C'est hyper impressionnant. Oh! Oh! Bon. Il y a déjà des satellites, mais là, un truc de fou, quoi. Suivi là. Oh là là! Oh! C'est magnifique. Oui, oui, je comprends le sentiment. Alors, on n'a pas la tache... Oui, donc je crois pas qu'on ait la tache rouge. En tout cas, on la reconnaît, on sait que c'est elle, hein, ça c'est sûr. Là, niveau bande nuageuse, on commence à être dans du... Pas mal, quoi. Mais bon, merci beaucoup Déflégator d'avoir donné l'opportunité de faire ça. Et, C'est moi qui vous remercie. et ensuite, ben voilà, évidemment, merci à tous les gens de l'Observatoire de Paris, hein, donc le Lésia qui nous a obtenu l'autorisation pour être là ce soir, le gardien qui a modifié sa ronde, la direction immobilière logistique qui nous permet d'être là ce soir, la présidence qui a autorisé ça. Et ben, les personnes qui font entretenir ces coupoles, hein, je veux dire, il y a très peu de moyens, il faut savoir, pour entretenir les coupoles, contrairement à ce qu'il faudrait, parce que ce qui compte, c'est de faire avancer la recherche, évidemment. Ici, comme j'ai dit, elles sont utilisées pour l'enseignement et un peu pour la vulgarisation. Et donc ben, voilà, on essaie de faire avancer les choses. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui travaillent et qui se battent pour pouvoir refaire venir du public. Donc c'est merveilleux d'avoir eu 300 personnes ce soir sur ce live. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est d'être ici avec vous et que les gens puissent le partager parce que, ben voilà, observer au télescope, c'est formidable. C'est une expérience que tout le monde devrait vivre une fois dans sa vie. Bon, le club d'astronomie, j'y suis pas retourné. Mais je pense que j'ai eu comme une illumination. Ça m'est venu, j'ai dit, mais dis donc, le soleil, c'est une étoile. Donc, quand on dit qu'on fait du buttle sunning avec le soleil, finalement, c'est qu'on pourrait peut-être bien le faire avec les étoiles. Ça fait comme qui dirait du buttle starring. Ça marcherait sûrement avec les étoiles, les trous noirs et tout le bastring. Et j'ai essayé, je trouve, ça apporte un bien-être, mais plutôt nocturne. Alors, je vais vous faire une démonstration. Là, il suffit de nous mettre... Non, mais on va arrêter là, hein, merci. On va plutôt laisser Miguel conclure. Et on le remercie encore pour tout son investissement à nous intéresser à sa passion. Voilà, venez faire un tour sur Twitch, hein, si ça vous dit. On fait aussi du rétro gaming de temps en temps, donc si vous voulez voir à quoi ça ressemblait du temps où les boomers venaient à peine de boomer. Et puis, il se pourrait qu'on vous prépare encore une soirée à l'Observatoire pendant la nuit des étoiles avec Miguel. On dit toujours, nous, là, astronomes, astrophysiciens, on étudie l'univers avec les machins comme il y a derrière moi, là. Et en fait, non, c'est plus complexe que ça. Parce que l'univers, c'est tout. Et nous sommes dans l'univers. Et comme je l'ai dit, toutes les particules qui nous constituent, elles ont un jour été dans une étoile. Sachant qu'à l'origine, dans l'univers, il n'y avait que de l'hydrogène et de l'hélium. Donc, il y a forcément eu cette transformation dans les étoiles. Et c'est quelque part fabuleux, c'est-à-dire que l'univers a évolué. Donc déjà, il y a eu le Big Bang, voilà, l'univers a été créé, ou en tout cas, a eu cette inflation au départ, qui continue maintenant. Et il y a eu cette complexification de la matière, où on est passé de juste d'atomes d'hydrogène et d'hélium à toute la flopée qu'on connaît. Et ben voilà, au bout de environ 7 milliards d'années, une étoile s'est formée dans la galaxie, qui s'appelait le Soleil, avec une cortège de planètes.
pour des raisons qu'on ignore, ben, sur le troisième petit caillou, là, en partant de l'étoile, ben, il y a eu de l'eau, etc. Puis il y a de la vie qui est apparue sous forme bactérienne. Alors, déjà, exceptionnel, l'univers a formé de la vie, quelque part, en lui-même. Et ben, cette vie, au bout d'un certain temps, donc quasiment 3 milliards d'années d'évolution, a formé de la conscience. Donc ça veut dire qu'il y a eu des êtres, des bouts d'univers, à un moment qu'ils se sont dit on existe, c'est quand même extraordinaire. Et on a réussi à arriver maintenant à ce que ces êtres étudient l'univers. Et en fait, à travers nous, finalement, c'est l'univers qui essaie de se comprendre lui-même. C'est le produit de toute cette évolution complexe de la matière depuis le Big Bang qui arrive à ce que des bouts d'univers essaient de comprendre l'univers lui-même. Et alors je prétends clairement pas avoir le boulot le plus utile de la planète. Mais je pense que c'est quand même un boulot qui a un peu de sens. Parce qu'à travers nous, voilà, l'univers essaie de se comprendre. C'est aussi une des raisons que c'est important qu'on ne se plante pas, hein, qu'il faut qu'on arrive à préserver la civilisation humaine sur Terre. Parce qu'on n'a aucune preuve qu'il y ait de la vie ailleurs dans l'univers. Il y en a certainement, mais peut-être qu'on ne pourra jamais entrer en contact, ou peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. On ne sait pas à quel point c'est difficile de faire de la vie. Donc, qui sait? La question est ouverte. Et admettons qu'on échoue et que nous soyons les seuls, ça veut dire que l'univers aurait perdu sa seule opportunité de se comprendre. Donc non, il faut à tout prix qu'on continue, qu'on survive, et je pense que c'est quand même assez important d'étudier un petit peu, de consacrer un peu d'argent, un peu de temps à étudier l'univers, et je pense que même chaque individu sur Terre devrait au moins une fois contempler un ciel sans pollution lumineuse, et évidemment voir au moins une fois les anneaux de Saturne de ses propres yeux dans un télescope. Je suis désolé pour la réponse qui a été un peu longue, mais ça me tient à cœur. Allez, que l'obscurantisme retourne à l'obscurité, et plutôt celle des trous noirs pour toujours y rester. Ciao.